Salut, salut, re-bienvenue sur le podcast Autrement. Je suis super contente d'être de retour derrière mon micro aujourd'hui. Ça faisait quand même un petit bout que j'avais pas enregistré d'épisode solo. Donc, je suis très contente d'être là. Aujourd'hui, on va parler d'argent, de reçus, de services différents, de faire les choses autrement et tout ça. Donc, une des questions qui revient souvent quand je travaille avec des clientes ou des questions que je reçois de d'autres professionnels, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Oui, mais moi, je peux pas parce que je dois émettre un reçu. OK, est-ce que j'ai le droit de faire, je sais pas, des rencontres de groupe, mais comment je vais faire mon reçu? Fait qu'il y a beaucoup de questionnements en lien avec les reçus, OK? L'émission de reçus, parce que comme professionnel, veut pas, c'est sûr que quand on peut émettre un reçu pour les services rendus, ben ça peut faire une différence. Ça peut faire une différence pour notre client qui peut à ce moment-là demander un remboursement à ses assurances, par exemple. Mais considérant que les professionnels sont membres des ordres professionnels, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire en termes de création de reçus, en fait, ou d'émission de reçus, devrais-je dire. Bref, fait que je vais jaser de tout ça un petit peu aujourd'hui, puis timing de feu. En fait, j'avais prévu d'enregistrer cet épisode-là. Ça fait un petit bout. Ce sujet-là était déjà dans ma liste de sujets. Et hier, justement, je tombe sur une publication dans un groupe d'orthophonistes en pratique privée où il y avait une discussion, je vais dire animée, là, c'était vraiment par écrit, mais quand même, on voyait les points de vue, on voyait un petit peu la frustration derrière tout ça, bref. Ce que c'était, pour résumer en gros, c'est que une orthophoniste écrivait qu'elle avait reçu comme consigne de l'ordre ou d'une personne de l'ordre qu'elle pouvait pas charger pour des frais d'ouverture de dossier, qu'il allait y avoir des modifications en ce sens-là. Et qu'on pourrait pas charger un frais d'ouverture de dossier parce que c'était pas considéré comme dans des services professionnels ou quelque chose comme ça. Là, je fais ça en résumé, là, c'est une conversation lue sur un groupe Facebook. Là. C'est pas une conversation que j'ai eue directement avec une personne de l'ordre. Bref, pourquoi je parle de ça, c'est que, bien évidemment, ça a suscité plein de conversations, plein de débats, mais où est-ce que c'est écrit? Est-ce que c'est dans le code de déontologie, etc. Puis, ce genre de situation-là, moi, ça vient me chercher vraiment beaucoup, très profondément, parce que puis là, je prends cet exemple-là en particulier là, parce que des fois, j'ai l'impression qu'on vient un petit peu s'ingérer dans notre pratique professionnelle. Puis pourquoi je dis ça, c'est que les frais d'ouverture de dossier, dans le fond, c'est la façon qu'on va facturer nos services. Je sais on a des balises, on a des limites, mais il y a des services qu'on a comme pas le choix de facturer. Puis la ligne est mince entre qu'est-ce qui a un service comme comment je dirais ça? Je pèse toujours mes mots quand je parle de ces sujets-là, mais ce que je veux dire, c'est que des fois, le temps qu'on passe pour faire des choses comme professionnels, c'est du temps qu'on passe parce qu'on a l'obligation, selon notre code de déontologie, le code des professions, de faire certains actes, comme par exemple, quand on parle d'ouverture de dossier, on n'a pas le choix de connaître notre client, on n'a pas le choix de connaître son historique, son passé, ce qui se passe autour de lui, d'avoir une bonne connaissance de la situation globale de notre client. Ça fait partie de nos obligations parce que pour, après ça, émettre un jugement ou pour poser les bonnes actions, les bons actes, faire les bonnes interventions, bien soutenir, bien recommander, on n'a pas le choix d'avoir une vue d'ensemble de la personne. Mais avoir une vue d'ensemble d'un client qui arrive, ça peut prendre du temps. OK? Et donc, dans ce contexte-là, il y a certaines personnes qui se disent, ben oui, je vais ouvrir un dossier, entre guillemets, c'est pas ouvrir le dossier comme tel, c'est tout le temps que ça prend pour avoir accès à cette information-là, à aller chercher les documents antérieurs à écrire, par exemple, aux parents pour les documents antérieurs à écrire, au milieu scolaire, à appeler l'enseignante, à appeler le centre de réadaptation, à aller chercher toute l'information dont on a besoin pour faire notre travail. Ça demande du temps. Et ce qui peut se passer, c'est que justement, si on facture pas ce temps-là, ben on est hyper perdant quand on est en pratique privée, on s'entend. Et deux, ben des fois, si on le facture pas nécessairement au début de la prise en charge, ben peut-être que finalement, le client, on fait toute l'ouverture de dossier, on a les documents, on lit toutes les affaires, puis là, pouf, il se présente pas à notre évaluation. Donc, à ce moment-là, tout le temps qu'on a passé avant, c'est du temps perdu, c'est du temps qu'on n'a pas pu facturer parce que la personne n'est pas venue. Puis on s'entend que si la personne vient pas à son évaluation, ça va être très difficile de lui courir après, entre guillemets, pour récupérer cet argent-là parce que ce temps-là investi n'est pas nécessairement bien perçu, il n'est pas perçu par le client non plus. Fait que bref, il y a beaucoup, beaucoup de situations comme ça dans notre pratique professionnelle qui est comme
je veux dire, un peu limite, dans le sens où je comprends qu'on veut pas nécessairement facturer quelqu'un juste pour le prendre en charge, puis pour réserver sa place dans notre caseload, quelque chose comme ça. Fait que je comprends les limites, je comprends les points de vue, mais reste que je trouve que souvent, ça va faire en sorte qu'on brime un petit peu le fonctionnement que la personne, que le professionnel a décidé d'avoir pour rendre sa pratique fluide, pour pas être perdant, entre guillemets. Fait que c'est des discussions qui sont délicates, c'est des sujets sensibles, c'est des choses qui reviennent tout le temps, puis c'est ça, je trouve ça dommage, je trouve ça plate parce que c'est une question qu'on se pose même pas dans le milieu public. Tu sais, oui, on va perdre du temps, par exemple. Si on fait toutes les démarches pour voir un client puis il se présente jamais finalement à ses rendez-vous, c'est du temps perdu. C'est un autre client qu'on n'a pas pu servir, mais ça n'a pas un impact direct sur le salaire de la personne. Quand on est en pratique privée, ça a un impact direct sur nos revenus, sur notre salaire, autant de la personne qu'autant de la clinique, si c'est une clinique puis que c'est l'adjointe administrative qui gère tout ça. Fait que voilà, fait qu'il y a des considérations comme ça, puis c'est juste un exemple de ça, mais il y a plein d'autres moments où on a vraiment des questionnements en lien avec qu'est-ce qu'on a le droit de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire, c'est quoi les vraies règles dans notre code de déontologie versus c'est quoi l'interprétation qu'on a fait, soit nous-mêmes, soit que les autres professionnels dans notre milieu ont fait de ces règles-là. Tu sais, le code de déontologie puis le code des professions, c'est des règles, OK? Mais l'interprétation qu'on en fait peut être très variable selon la personne, selon justement la personne qui va répondre si on appelle à l'ordre, si elle nous donne une réponse qui est claire, parce que c'est pas toujours évident non plus d'avoir une réponse claire, parce que eux aussi, c'est leur interprétation. Donc, il y a vraiment, vraiment beaucoup de zones grises dans tout ça. Puis moi, je trouve ça très, très dommage parce que je vois souvent beaucoup de professionnels qui vont se limiter dans leur réflexion en lien avec leur pratique et comment ils voudraient faire évoluer leur pratique et comment ils voudraient peut-être faire les choses différemment, sortir un petit peu du cadre traditionnel des services parce que parce qu'ils savent pas c'est quoi la limite, ils savent pas ce qu'on doit faire ou pas faire, puis parce que cette limite-là, elle est pas nécessairement toujours très claire. Puis je vous parle de ça parce que moi, ça fait quand même longtemps que j'essaie de rendre les services différents, que j'essaie de sortir un peu du cadre, que j'essaie de travailler beaucoup plus avec une approche qui est, je vais dire entre guillemets, par forfait, dans le sens où une approche qui inclut plusieurs services ou plusieurs façons différentes de rendre les services qui est pas toujours nécessairement du temps direct au client, mais qui est quand même du temps alloué à mon client pour sa prise en charge, pour son suivi, que ça soit avec des messageries indirectes, que ça soit avec des capsules vidéo, que ça soit avec des petites, je sais pas, je vais dire une conférence qui est préalable à quelque chose d'autre dans ma suite d'offres. Bref, il y a beaucoup de façons de faire, de revoir, de repenser, puis c'est quelque chose que j'ai travaillé moi-même pendant longtemps, que j'ai travaillé avec beaucoup de professionnels au fil du temps et que j'ai envie maintenant de partager. Donc, dans ce contexte-là, je suis bien excitée parce que ça fait quand même quelques mois de ça, j'ai contacté Rosalie Côté, qui est une copywriter, qui est une stratège aussi, qui travaille avec le pricing de valeur, entre autres. Et je l'ai déjà reçue d'ailleurs sur mon podcast Rosalie au début du podcast Autrement, dans les premiers épisodes. Puis on avait parlé de pricing de valeur à ce moment-là. Puis dans les discussions, c'était justement de dire, tu sais, oui, le pricing de valeur, c'est chargé à la valeur et non à l'heure, en fait. Là, c'est un peu ça de dire, c'est quoi la valeur de mon service, comment est-ce que je peux le mettre de l'avant, comment est-ce que je peux le présenter. Puis on avait eu quand même beaucoup de discussions, on s'est écrit aussi en messagerie privée par rapport à ça, puis j'ai dit « Hey, ça serait vraiment cool qu'on organise quelque chose ensemble. » Et c'est ce qu'on a fait. On a organisé un atelier, fait qu'on a monté un atelier ensemble, moi et Rosalie, dans lequel on va allier nos deux compétences pour couvrir le sujet au complet. Donc, c'est un atelier très pratico-pratique là, qui va avoir lieu le 9 et le 10 juillet sur l'art du midi. Et en fait, notre objectif dans ça, c'est que moi, je vais venir parler justement de comment est-ce qu'on peut faire les choses autrement. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, comme service, qu'est-ce qu'on a le droit de facturer ou comment est-ce qu'on peut émettre nos reçus pour être legit, légal dans notre façon de le faire, qu'est-ce que ça implique en lien avec notre tenue de dossier, parce qu'il y a comme plein de choses qu'on peut faire, oui, adapter notre pratique, tout ça, mais d'un autre côté, il faut aussi respecter notre tenue de dossier, qu'est-ce qu'on doit écrire, comment est-ce qu'on doit l'écrire. Puis si ça double notre travail de se dire « Oh mon Dieu, je vais faire ça de telle façon, mais ça va me prendre 3 fois plus de temps à faire mes notes de suivi
ou etc. C'est pas gagnant pour personne, je peux pas charger pour faire ça, ça n'a pas de bon sens, etc. Donc, tout ça, toute cette réflexion-là de qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi les idées, comment est-ce qu'on peut innover, comment est-ce qu'on peut faire les choses différemment, peut-être. En fonction aussi, là, moi, je ramène toujours aux professionnels. C'est quoi ta zone de génie, c'est quoi tes forces, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as plus envie de faire dans ta pratique, de partir de soi, de voir comment est-ce qu'on peut adapter ça. Puis, après ça, avec Rosalie, on va parler de tout ce qui est justement le pricing de valeur. Comment est-ce que tu peux vendre un service comme ça qui est différent? Parce que on s'entend que dans le monde des professionnels de la santé, de la relation d'aide, il y a souvent un modèle classique auquel les clients s'attendent. Donc, j'appelle tel endroit, je m'attends à X, Y, Z, façon de fonctionner parce que c'est toujours comme ça que ça fonctionne. Alors que quand on arrive avec un service différent, il faut faire la promotion de ça, il faut le vendre, entre guillemets, il faut montrer pourquoi on a cette approche-là, c'est quoi la valeur de ce service-là. Fait que tout cet aspect-là, puis c'est un aspect là vraiment dans les professionnels santé, relations d'aide qu'on n'est pas habitué de faire. On n'a pas les outils puis les connaissances. À moins que vous êtes allé les chercher vous-même, on n'a pas les outils, les connaissances pour le faire. Puis quand on va chercher de l'aide par rapport à ça, quand on va suivre, moi j'ai suivi là beaucoup de formations, de webinaires, tout ça, sur justement le marketing, la vente, le pricing, etc. Comment se mettre de l'avant, puis il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire parce qu'on est membre d'un ordre professionnel. Donc, le but de notre atelier, c'est d'adapter tout ça, de faire quelque chose que oui, vous avez le droit de faire, que oui, et va respecter un peu votre code de déontologie, ce que vous devez faire dans votre tenue de dossier, va tenir compte de tout ce qui est les reçus, les facturations, l'avance qu'on n'a pas le droit de faire, X, Y, Z, il y a beaucoup de choses, et comment vendre ça malgré toutes ces contraintes-là qu'on a, puis être capable d'être rentable finalement avec ces forfaits-là, avec ces approches-là, je vais dire, qui sortent un peu du cadre, comment être capable de les mettre de l'avant correctement, puis comment être capable de les mettre en pratique, puis que ça fonctionne pour vrai. Donc voilà, fait que, parenthèse, ça va être le 9 et 10 juillet sur l'heure du midi. Les inscriptions commencent le 26 juin. Juste à me suivre, si vous êtes dans mon infolette, vous allez recevoir les courriels par rapport à ça, sinon sur les réseaux sociaux, on va en parler, moi et Rosalie, évidemment. Donc voilà pour ça. Donc, petite piste ici, dans cet épisode-là, ce que je veux vous dire, c'est que une des choses vraiment, vraiment importantes en termes de ce qu'on a le droit de faire, en fait, juste quelque chose d'important à garder en tête là, quand vous allez prendre vos décisions par rapport au service rendu, c'est que pour émettre des reçus comme un service professionnel, il faut que votre client, en fait, que vous ayez un dossier spécifique pour votre client. Donc, je donne des exemples. Un exemple clair de comment moi j'ai adapté finalement ma prise en charge, puis qu'est-ce que j'ai fait avec mon programme parent, entre autres, c'est de dire, si par exemple le parent, si vous voulez, mettons par exemple faire des capsules vidéo ou des petites formations ou des webinaires ou des choses comme ça pour donner de l'information, si c'est un webinaire qui s'adresse à tout le monde peut s'inscrire, vous savez pas exactement c'est qui, ou des petites capsules vidéo que les gens peuvent acheter, ou même un outil, une grille d'observation, n'importe quel outil qui pourrait vous être utile dans votre pratique à vous, si c'est quelque chose qui est là, qui est disponible, que vous vendez, que n'importe qui un peu peut acheter, vous n'avez pas le droit d'émettre de reçu professionnel pour ce genre de service-là, OK? Parce que c'est un service qui est disponible à tous, vous ne connaissez pas la personne, c'est pas quelque chose qui est personnalisé à la personne, puis vous ne pouvez pas dire si oui, c'est bon pour toi dans tel contexte. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on a, par exemple, un dossier client, puis qu'on va intégrer dans notre approche, dans notre suivi clinique, des façons de faire un peu différentes, innovantes, à ce moment-là, ce qu'on va intégrer, ça peut faire partie de notre suivi client. OK? Donc, je vous explique. Si moi, par exemple, comme orthophoniste, je travaille avec des parents, dans mon programme, quand j'avais mon programme d'accompagnement parental, c'est un peu ça. Donc, voici le parent. Ce que je vais faire, c'est que je vais avoir une prise de contact avec le parent. Fait qu'une genre d'ouverture de dossier, justement, qui était pas, dans mon cas, qui était pas chargée, là, qui était juste une prise de contact. Voici mes besoins, voici toutes les informations que j'ai besoin, tout ça. Après ça, je les enlignais. OK, parfait. Oui, voici comment on va fonctionner. Envoyez-moi telle chose. On va faire une première rencontre ensemble. Et à ce moment-là, c'est ça. Bon, il va y avoir le suivi par la suite. Donc, à ce moment-là, moi, j'avais un dossier qui était ouvert au nom de la personne. J'avais des recommandations très claires par rapport à c'était quoi ma prise en charge. C'était comme un début d'évaluation.
avec cette personne-là, début d'évaluation, envoi de petites vidéos que moi j'analysais, que je regardais. Donc, j'avais un dossier client, j'avais des notes sur ce client-là, je pouvais faire un genre de jugement, d'impression par rapport à ce client-là. Et après ça, moi, je le dirigeais vers du contenu, par exemple, qui était enregistré, donc des capsules vidéo, etc. Mais le fait que j'avais déjà un dossier au nom de client, que je le connaissais, que c'était vraiment une prise en charge, puis dans ma prise en charge, il y avait plein d'outils qui étaient différents, innovants, ça faisait partie de mon service professionnel. Fait qu'il y avait à la fois du temps direct, à la fois des outils, du partage, etc., et des suivis aussi indirects par messagerie vocale, etc. Donc, il y avait accès à ça. Fait que je pouvais pas le facturer en avance, je peux le facturer pendant les services rendus, mais mes services rendus étaient variés et différents. Je sais pas si vous voyez. Fait que c'était très différent. Quand j'avais commencé à faire ça, puis que j'étais un petit peu moins familière, moi, au courant de ça, c'était une inscription avec un paiement, l'envoi de capsules vidéo. À ce moment-là, théoriquement, je pouvais pas faire de reçu pour cette partie-là parce que c'était pas un client que je connaissais. Je pouvais pas émettre d'avis, de jugement, etc. Fait que ça pouvait pas faire partie de mon service orthophonique. Vous voyez un petit peu la différence. Donc, il y a comme plein de petits ajustements comme ça qu'on peut faire. Puis en fait, ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est que si vous êtes bien structuré, organisé dans votre façon de faire vos notes, quand vous avez une bonne structure pour faire vos notes, quand vous avez un processus qui est très clair, c'est pas nécessairement long de faire le suivi ou de faire les notes. Fait que si moi, je dis aux parents, OK, on a fait notre rencontre ensemble, je fais un petit suivi avec eux par la suite, ils me donnent des petites informations, j'ai une note dans mon dossier, j'ai mon petit canevas, je l'ajoute, je le fais toujours je le faisais toujours le lundi matin, par exemple. Donc, j'ajoute ça, voici ce que j'ai reçu, voici les informations, voici le corpus que j'ai analysé, voici le plan de match. J'envoyais des vidéos par an, puis là, je pouvais facturer ça parce que ça faisait partie de mon suivi client, de mon service au client. Donc, il y a plein de façons de faire comme ça. C'est ça qu'on va vraiment vous amener. Que moi, je vais vous amener à brainstormer, à réfléchir, à voir aussi. Puis là, je parle beaucoup d'orthophonie parce que c'est ce que je connais, mais j'ai aussi accompagné d'autres professionnels, nutritionnistes, ergothérapeutes, travailleurs sociaux, etc. Donc, il y a quand même des choses qui se ressemblent beaucoup dans les codes de déontologie. On peut aller creuser encore plus dans les codes de déontologie spécifiques de chaque profession pour aller voir aussi s'il y a des clauses, plus ça des clauses, j'ai pas un autre mot ce matin. Mais bref, des choses plus particulières qu'on peut aller voir. Mais bref, il y a plein de choses qu'on peut faire. Puis après ça, le mettre de l'avant, Rosalie, elle va aller faire ça. Donc, voilà. Sinon, deuxième petite annonce que j'ai à faire pour vous aujourd'hui, c'est que je relance aussi. En fait, ça bouge pas mal. Vous allez voir si vous me suivez ces temps-ci. Donc, je relance mon atelier qui s'appelle Pratique allégée que j'ai offerte à l'automne 2024, en septembre 2024, qui avait été quand même très populaire et très apprécié à ce moment-là. Donc, pratique allégée, qu'est-ce que c'est? C'est un peu si vous êtes avant cette étape-là de revoir vos services. C'est comme le moment où on se dit ouf, mon Dieu, c'est lourd, c'est difficile, j'ai beaucoup de choses à faire, je manque de temps, j'y arrive pas. Fait que dans Pratique allégée, ce qu'on va faire, c'est aller voir, OK, c'est quoi notre horaire, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qui nous pèse lourd, c'est quoi notre zone de génie, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui est pas dans notre zone de génie puis qu'on doit faire absolument, comment on va gérer ça, est-ce qu'on peut l'automatiser, est-ce qu'on peut le déléguer, donc tout ça, puis comment est-ce qu'on peut aussi aller utiliser l'intelligence artificielle pour nous aider au travers tout ça. Si vous avez vu mon atelier sur le robot des rédacteurs, vous peut-être avez deviné que j'utilise beaucoup l'intelligence artificielle dans ma pratique, dans ma vie de tous les jours, en fait. Et en fait, j'ai comme un peu bonifié cet atelier-là de pratique allégée pour ajouter des trucs et astuces qui utilisent l'intelligence artificielle. C'est sûr que il y a aussi mon petit robot rédacteur là, qui s'appelle Pas moi qui écrit, qui sert à la rédaction de rapports dont j'ai parlé beaucoup dans les derniers mois, qui va être encore là. Cet atelier-là va être redonné en direct le 3 juillet, justement parce que j'ai beaucoup de demandes pour ça. Donc oui, il y a ça, il y a l'aspect de la rédaction, mais il y a tellement d'autres choses qu'on peut faire dans notre pratique de tous les jours pour alléger notre charge de travail. Fait que je vais vous donner plein de trucs et astuces que vous pouvez faire vous-même avec votre cerveau, votre papier. On va brainstormer ensemble. C'est un beau rassemblement actuellement de professionnels. On peut jaser, on peut discuter, on peut parler de nos réalités respectives. C'est vraiment chouette. Ça a été vraiment apprécié à l'automne. Donc, je redonne ça à la fin du mois de juin, 26, 27 et le 30 juin. Donc, je redonne ça à la fin de juin. Puis, sinon, après ça, atelier avec Rosalie. Puis, si vous n'avez pas encore fait mon petit atelier sur le robot rédacteur, pas moi qui écrit, ça va être de retour en direct le 3 juillet. Puis, si vous inscrivez tout de suite, là, mettons que vous voulez vraiment commencer ça dès maintenant, vous avez manqué les autres rencontres, bien, je donne accès aux rediffusions
des rencontres qui ont eu lieu en direct, des autres ateliers. Donc, vous pouvez comme tout de suite commencer à regarder, essayer les choses, puis au pire, venir à l'atelier un peu plus préparé en ayant testé des choses de votre côté, puis en ayant des questions à me poser. Donc, gros mois de juin, juillet de mon côté. Donc, voilà pour mes annonces d'aujourd'hui. Sinon, on se retrouve dans mon infolette, on se retrouve sur les réseaux sociaux et sinon, on se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode de Autrement. Dans 2 semaines, je reçois Isaël Morin, qui est un stratège, un coach LinkedIn que je connais bien, qui est hyper sympathique. Et on a eu une super belle discussion sur LinkedIn pour les professionnels. Comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut commencer? C'est quoi les peurs qui sont reliées à LinkedIn? Fait que j'ai vraiment hâte aussi de vous présenter ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis, on se reparle dans 2 semaines. Ciao, ciao!